Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner les clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Marie. Vous la connaissez sûrement déjà, on l'appelle Little Bunbao sur les réseaux. C'est elle qui vous parle avec ses mains sur de jolis fonds colorés et vous apprend à communiquer d'une autre façon avec votre bébé, en langue des signes française. Marie est la maman de Bao et Summer, 2 petites filles qu'elle a allaitées ou qu'elle allaite encore. On dit que 2 allaitements ne se ressemblent jamais, et c'est le cas dans l'histoire de Marie. Bao et Summer sont 2 enfants nés avec des freins de langue restrictifs qui ont la réputation de mettre à mal l'allaitement. Mais cela s'est passé de façon radicalement différente dans les 2 cas. Un premier allaitement, qu'on pourrait qualifier d'imparfait, certes, mais qui roule quand même jusqu'au sevrage durant la grossesse suivante. Et un deuxième allaitement fragile, comme le décrit Marie, où Summer, par ses troubles de succion, demande un accompagnement plus important à la maison, comme par les professionnels de l'allaitement. Vous entendrez aussi Marie vous parler de sevrage, d'aversion à l'allaitement, de sujets plus délicats, mais qu'il est important d'aborder. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marie, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte. Marie, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent ? Je m'appelle Marie, je suis maman de 2 petites filles en bas âge et je suis professionnelle dans la langue des signes. J'ai travaillé auprès des enfants sourds. Et une fois devenue maman, j'ai mis en place des signes de la langue des signes pour communiquer avec mes filles, pour qu'elles puissent, elles, me signer leurs besoins. Et l'aventure Instagram s'est lancée c'est devenu mon métier. Je suis créatrice de contenu dans les signes pour les bébés et un petit peu dans la parentalité. Je partage mon expérience. Et j'ai écrit un livre sur les signes pour les bébés. Voilà. Ok, super. Alors Marie, aujourd'hui, on va parler de tes expériences d'allaitement. Raconte-nous, est-ce que tu as allaité tes 2 filles ? Est-ce que tu allaites tes 2 filles ? Oui. Alors, j'ai allaité mes 2 filles. J'ai commencé l'allaitement avec mon aînée qui aujourd'hui a 3 ans et demi. Donc ça a été un allaitement assez facile, assez serein, assez naturel, même si on a traversé les petites complications qu'on peut traverser sur un allaitement. Et c'est un allaitement qui s'est arrêté au cours de la grossesse. Ça a été un sevrage induit au cours de la grossesse qui a été un petit peu compliqué. Et puis quand ma petite Summer est arrivée, l'allaitement deuxième round de l'allaitement s'est lancé, complètement différent du premier. Ok, alors, tu vas nous raconter tout ça. Avant d'allaiter, c'était quoi ton idée de l'allaitement ? Est-ce que tu avais des préjugés, des idées reçues, ou au contraire de belles idées autour de l'allaitement ? Comment tu avais envisagé cette expérience ? Alors, j'avais aucune référence dans l'allaitement. Pour moi, l'allaitement n'existait pas. J'ai pas été un bébé allaité. Ma mère ne m'a pas allaité. Je n'ai vu, je pense, personne allaiter autour de moi. Je suis une des premières dans mon groupe d'amis à avoir eu un enfant. Donc, la question ne s'est pas posée. Pour moi, c'était quelque chose, de ce que je me rappelle des images d'allaitement, qui me mettait un brin mal à l'aise parce que pour moi, malheureusement encore aujourd'hui, la poitrine de la femme est très sexualisée c'était quelque chose, je suis pas forcément à l'aise, mais pas non plus très mal à l'aise de l'allaitement, et tout s'est vraiment construit au moment de mon allaitement avec ma première fille. D'accord, et alors qu'est-ce qui t'a donné envie d'essayer ?
Alors, ce qui m'a donné envie d'essayer, c'est que déjà, sur ma toute première grossesse, qui était un an avant que ma première fille arrive, j'ai été enceinte et à 5 mois de grossesse, on a dû arrêter la grossesse pour une très lourde cardiopathie sur cette petite fille que je portais. Mhm. Donc, il y a eu tout un deuil qui a dû se faire derrière et forcément sur la grossesse de ma deuxième fille, de Bao, donc mon aînée. Et finalement, tout ce qui a été autour de la maternité a été abordé complètement différemment. J'avais envie de profiter, j'avais envie de vivre l'expérience qui m'était offerte par la vie Mhm. à 100%. Donc forcément, l'allaitement faisait partie, en tout cas le tenter dès la naissance. Il y a eu la tétée de bienvenue. J'avais pris les infos pour si je souhaitais allaiter, etc. Mais j'étais dans un petit parcours d'allaitement et ça s'est mis en place tout seul, mais parce que voilà, j'avais envie de profiter pour moi, de ce cadeau de la vie, d'avoir ma fille et de connaître ces sensations-là et cette aventure-là. Ok. Et alors, du coup, ça s'est passé comment, ces démarrages d'allaitement avec Bao, qui est donc ton aîné? Ça s'est super bien passé. Alors moi je dis ça s'est super bien passé. Pourtant j'ai eu des crevasses. Pourtant j'ai eu des douleurs. Pourtant j'ai eu des tranchées, hein, parce que ça on n'en parle pas beaucoup, mais j'ai eu des tranchées. Donc, c'est les douleurs au ventre, hein, c'est l'utérus qui Ouais. se rétracte pendant les tétées, enfin qui contracte plutôt pendant les tétées, et ça crée des douleurs qu'on appelle d'un très joli nom, les tranchées. Horrible. Ce nom est horrible. Juste d'entendre le nom, je crois que je les ressens presque en douleur fantôme. Bon, après, ça permet aussi que l'utérus se rétracte plus facilement et du coup, on retrouve son ventre beaucoup plus plat rapidement. Tout est accéléré. Mais ouais, c'est un peu intense. C'est un petit peu intense. Donc, il y a eu toutes ces douleurs-là, mais qui m'ont semblé, moi, complètement, ouais, Normal. enfin, ouais, normal et puis pas. Ça a pas entaché finalement ce kiff absolu d'allaiter. On parle de ces douleurs-là aux mamans, du fait que vous allez peut-être avoir des crevasses. Alors bon, si on a des crevasses, il faut absolument appeler une consultante en lactation IBCLC parce que normalement c'est qu'il y a quelque chose qui, dans la succion du bébé, induit ça, hein. Normalement, on ne devrait Mhm. pas avoir des crevasses, donc il faut directement se poser la question. Moi, j'ai eu des crevasses. Bon, on le sait aujourd'hui, il y a un frein de langue chez ma fille, mais j'étais dans un kiff absolu des hormones dont on ne m'avait pas parlé. J'avais l'impression d'être shootée et d'être dans un bain de coton incroyable, de l'amour, mais de l'amour qui coulait dans mes veines, des bouffées intenses d'hormones qui s'apparentent à des substances chimiques comme si on avait fumé, ou enfin pas vraiment fumé, mais je sais pas, il y a eu quelque chose d'hyper chimique, un bain de bonheur, mais je pense que j'ai jamais connu quelque chose d'aussi intense en termes de bonheur que durant l'allaitement, surtout les premiers mois d'allaitement. Donc forcément, ces petites douleurs, ces gènes ou ces petits trucs qui sont venus un petit peu entacher à certains moments, enfin vraiment pour moi c'était un détail, vu Et que ça tout le reste restait était. tolérable, ou il a fallu que tu fasses des choses pour combattre ces crevasses, ces douleurs, etc. C'est passé tout seul? C'est passé tout seul. C'est passé tout seul. On va dire, les 4 ou 5 premiers jours étaient un peu intenses. J'avais même de la version quand on mettait ma fille Bao au sein. Non, je la repoussais presque. Genre, ça va un peu pincer quand elle va Mm. s'accrocher. Mais finalement, comme je l'explique, c'est vraiment ce bain d'hormones qui était incroyable, qui faisait passer un petit peu l'appréhension au début, là, où quand ça accroche un peu. Mais voilà, non, non, tout est passé, tout s'est débloqué. Enfin, les crevasses sont parties toutes seules. Super. Euh, donc voilà. Et donc après, t'es partie pour cet allaitement jusqu'à la grossesse suivante sans encombre? Alors sans encombre, non, j'ai eu 2 mastites, je crois. On a eu une grève de tétée. Mhm. On a eu tous les petits trucs de parcours, hein, classiques, j'ai envie de dire, mais Ouais. c'est pas venu du tout entacher l'allaitement, cette aventure qui pour moi a été
m'a révélé aussi dans ma parentalité, dans mes choix, même dans ma carrière, dans un peu tout. C'est venu un petit peu tout bouleverser. Mhm. Donc voilà, les petites mastites, les petits engorgements qui font que voilà, on passe une journée difficile. Pour moi, c'est du détail, mais c'est pour moi, hein, c'est mon ressenti à Ouais, moi. ouais, ouais. Donc, tu as eu toutes ces petites galères. Tu disais que tu t'étais renseignée avant la grossesse sur l'allaitement. Tu connaissais l'existence de ces consultantes en lactation, de ces professionnels qui pouvaient accompagner si l'allaitement se passait moyen? Oui, j'ai eu la chance d'être accompagnée par ma doula Leslie, Oui. qui était aussi formée, avait toutes les infos au niveau de l'allaitement et m'avait passé toutes ces informations-là, m'avait conseillé des lectures. Donc j'avais les infos, je savais qu'il fallait faire appel à une consultante en lactation IBCLC, sauf que vu que ça s'est réglé assez rapidement, on n'a pas eu besoin. Je sais que j'avais le numéro, mais je n'ai pas passé le coup de téléphone. Et je pense que j'aurais dû. Ça aurait Mhm. peut-être réduit, au lieu que ça soit 4-5 jours, ça serait passé à 2, je ne sais pas. J'aurais dû appeler, tu sais pourquoi? Parce que quelques temps plus tard, donc une semaine plus tard, on a eu une hospitalisation que j'ai complètement squeezée de mon cerveau pour ma fille, Mhm. donc Bao. Elle faisait elle s'étouffait au sein. Elle passait toute bleue et ils ont voulu vérifier qu'il n'y ait pas de malaise cardiaque. Donc, on s'est retrouvé aux urgences à 7 jours de vie, hospitalisée, avec toute scopée. Donc, elle avait des fibres branchées partout parce que pendant Oh. certaines tétées, elle s'étouffait. On ne saura que plus tard que en fait, c'est que j'avais un réflexe d'éjection fort qui Mhm. faisait que elle avait trop de lait. Donc, un bébé quand il a trop de lait, il peut couper sa respiration et elle passait un peu au bleu et puis hop, elle reprenait sa respiration. Mais si on avait une consultante en lactation IBCLC, elle aurait pu nous dire, en fait, voilà, il y a ça et c'est pour ça et nous rassurer et nous éviter le traumatisme de une nuit en pédiatrie quand on a un bébé de 7 jours. Tout à fait, ce qui n'est pas franchement passionnant. Mais bon, tout ça, la preuve quand même que un bébé qui a un frein de langue, parce que Bao ne s'est pas mis à avoir un frein de langue plus tard, elle l'a l'a depuis qu'elle est née, c'est possible d'allaiter un bébé qui a un frein de Complètement. langue. Oui, 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 parce que pas de baisse de lactation. On n'a pas eu ce qui peut être assez classique sur un frein de langue. Elle pinçait un petit peu, mais on n'a pas eu. Enfin voilà, il n'y avait pas trop de choses qui me faisaient aller sur le frein de langue au départ. Et alors, ça va être intéressant là qu'on parle du coup de ton deuxième allaitement, de l'allaitement de Summer, qui est plus Oui. récent, et là pour lequel l'histoire est tout autre. Est-ce que tu peux nous raconter cette fois-ci comment ça s'est passé? Alors Summer, allaitement qui se met en place au tout début super bien, pas de crevasse comme à l'opposé de ma première fille de Bao. Par contre, on a très vite vu qu'il y avait un frein de langue parce qu'on a été suivi par notre chiro qui a vu qu'il y avait un bon frein. Mhm. La lactation avait du mal à se mettre en place. Les tétées étaient très courtes. Elle lâchait très très facilement. Alors que Bao, ma première fille, elle lâchait rien, elle était au sein tout le temps, il y avait rien qui la déconcentrait. Summer, c'était très fragile. J'ai senti directement l'allaitement très fragile, malgré qu'il n'y ait pas de crevasse, malgré qu'il n'y ait pas de douleur les premiers temps, mais je sentais cet allaitement qui était complètement différent, avec donc ce frein de langue qu'il a fallu faire couper pour éviter. Je pense que sans la fréno, on aurait je sais pas si j'aurais tenu l'allaitement jusqu'à aujourd'hui. Il était plutôt en danger. Ouais, quand tu dis c'était fragile, c'est que tu as l'impression qu'elle se mettait un peu en économie d'énergie, qu'elle t'était pas assez, ou alors ça lui causait des problèmes, parce que les bébés qui tètent mal, qui viennent, qui partent, qui reviennent du sein, qui partent, qui reviennent du sein, c'est aussi des bébés qui prennent beaucoup d'air. Est-ce qu'elle était gênée au niveau digestif? Qu'est-ce qui s'est passé? Complètement. Alors complètement. Alors déjà, elle prenait pas assez de lait, je pense. Elle a pas eu la montée de poids que sa sœur a eu, Mhm. la prise de poids que sa sœur a eu. Mais il y avait aussi tout cet air qu'elle avalait. Elle faisait pas bien ventouse non plus, donc elle avalait beaucoup d'air. Donc beaucoup d'air, douleur au ventre, besoin de faire les terribles rots bloqués. Les Ouais. parents qui vivent ça comprendront. Le fait de passer des fois une demi-heure à faire un row sur le premier quart de la tétée.
Oh et là après de la là. remettre en tétée pour, au bout de la moitié de la tétée, refaire un row qui prend une demi-heure. C'était un enfer. Ouais, tu passes la Donc, journée là. voilà. Et je savais qu'il allait avoir une frénectomie qui allait être faite derrière, donc j'étais rassurée en me disant que ça n'est que passager. Je savais que ça n'allait pas être complètement notre parcours au niveau allaitement, qu'à un moment donné, ça allait forcément s'améliorer. Donc on a tenu ce temps-là, mais c'était très long, très très énergivore et c'était pas très agréable. Et puis Mhm. il y avait vraiment ce fait qu'elle tétait, qu'elle lâchait, que j'avais peur qu'elle prenne pas assez de lait et elle stimulait pas assez. Donc c'était, enfin voilà, il y avait au niveau digestif, mais aussi au niveau quantité de lait qu'elle prenait et moi la quantité de lait que j'allais aussi produire suite à la stimulation qu'elle faisait, Bah vu oui. qu'elle lâchait beaucoup. Bon, voilà, c'était un peu compliqué. Et du coup, elle prenait quand même assez de poids ou il y avait aussi ce sujet-là à gérer? Elle prenait assez de poids au début. Mhm. On a eu une stagnation de poids qui m'a inquiétée il y a pas très très longtemps. Et voilà. Et c'est pour ça que j'utilise le mot fragile. J'ai senti très vite que l'allaitement était fragile, que Ok. sa succion était fragile. Donc, c'était pas du tout pareil que pour sa sœur. Et comment ça s'est passé la prise en charge du coup de ce frein restrictif pour Summer? Qu'est-ce que ça a été les grandes étapes pour réguler, enfin plus que du frein restrictif, qu'est-ce que ça a été les grandes étapes de prise en charge de la succion de Summer? Alors, directement, moi, c'était déjà fait, vu qu'on avait un suivi chiro avec Bao, ma grande. On est directement, quand on est sorti de la maternité, je crois qu'une semaine après, on était chez notre chiro, sa remplaçante, Camille, et Ouais. qui nous a accompagnés, qui a détecté, enfin, déjà, qui a traité toutes les tensions. Elle nous avait un bon torticolis, donc ça a pu être traité, ça a apaisé aussi les tétés, parce que forcément, quand on est avec la tête de Penché. travers ou Mhm. bloqué. Ça a aidé beaucoup sur les tétés, mais elle a directement vu qu'il y avait potentiellement, parce que c'est un prédiagnostic, un frein restrictif de langue et de lèvres supérieures, et enfin non, de lèvres et de joues. On avait Ah, les joues au la départ aussi. totale. La totale, on avait le Sinon, c'est quatuor pas gagnant. drôle. Voilà. Donc, elle nous a orientés vers la dentiste avec laquelle elle travaille. Je peux la citer? Bien sûr. Docteur Nouila Johnson qui est près de Bordeaux et on a Bien sûr. pu avoir un rendez-vous, je crois, dans les 10 jours qui ont suivi et Cool. donc qui a confirmé le frein de langue surtout et de lèvres et de nous dire voilà qu'elle allait faire une fréno, enfin qu'elle nous conseillait une fréno parce qu'on ne nous impose pas, elle nous conseillait une frénectomie. Et Mhm. donc, je crois qu'une semaine ou 10 jours après, on était là-bas pour la Fred. Ok, oui, on peut carrément citer tout le monde, hein. Noëlla, c'est la dentiste que vous avez entendu parler dans l'épisode 19, si ma mémoire est bonne. Enfin bref, l'épisode sur les frénotomies. Et Caroline et Camille sont les chiro qui travaillent avec elle au même endroit et avec qui elle travaille en équipe pluridisciplinaire. Donc Voilà, tout ce petit monde, tout ce beau monde est autour de Bordeaux et Marie a la chance de ne pas être trop loin et donc d'avoir pu bénéficier de leurs soins. exactement. Ok, et donc du coup, l'Akiro a préparé, entre guillemets, le terrain, a permis à Summer de se décoincer un peu, de se démêler de ses tensions, et derrière, vous avez pu faire la frénotomie. Est-ce que ça a été tout de suite mieux? Est-ce que ça a pris du temps? Ça va être intéressant d'avoir ton expérience, puisqu'on vient de faire ces épisodes informatifs sur les freins, donc raconte-nous les suites de la frénotomie de Summer. Alors, déjà, je veux expliquer un petit point, c'est qu'on a préparé, mais je pense que nous, on n'a pas été assez assidus en préparation, en exercice pré-frénectomie. Ouais. On en a fait, mais je pense pas assez. Mais ma lactation aussi baissé. Donc voilà, la frénectomie a été faite et heureusement parce que je pense que j'aurais pas pu tenir trop longtemps. Dans ton cas, ça Par urgeait. Ouais. Et ensuite, la frénectomie a été faite. C'est vrai que je m'attendais à quelque chose de hyper magique, qui a été là. Soyons honnêtes, ça a été là pendant 3 jours. Ça a été là pendant 3 jours. Il n'y avait plus aucune tension. Summer avait été préparée par la chiro juste avant la frénectomie.
Juste après, elle avait une ouverture de bouche beaucoup plus grande et je le place là, mais un visage que je n'ai, je sais pas, je l'ai pas reconnu, mais ultra détendu. Mhm. Ça m'a frappée. J'étais pas préparée, j'en avais pas discuté avant, mais quand on m'a rendu mon bébé avait le visage qui avait changé et mais détendu, quelque chose qu'on y aurait enlevé. Il y avait des tensions sur le visage qui ne se voyaient plus et c'était très marquant. Et donc les 3 jours qui ont suivi. C'était très facile pour elle de téter. J'avais des sensations que je ne connaissais pas, une ouverture de bouche que je ne connaissais pas. Et au bout de 3 jours, bah, les tensions sont revenues, ce qui est normal parce que normalement, au bout de 3 jours, on avait un rendez-vous chiro, mais habitant hyper loin, à 1 heure et demie, en plein été, ce qui veut dire doubler le temps de trajet, etc. Mhm. C'était pas possible. On a eu des galères, donc on n'a pas pu faire ce rendez-vous-là. On a dû attendre une semaine. Et sur cette D'accord. semaine-là, se sont posées plein de tensions qui ont été, voilà, qui nous ont mis un peu des bâtons dans les roues sur la récupération de Summer. Et vous aviez à nouveau des exercices à faire, vous aussi, en plus en post-fréno. Ouais. Et en post-fréno, en plus, les exercices, on les a bien faits. On avait James, donc c'est mon mari. Donc, James était à fond sur les étirements parce que moi, bon, voilà, j'étais pas très solide sur les étirements. C'était pas le meilleur moment que j'ai mis là. Donc mon mari, aucun souci. Et c'était bien que mon mari soit là, il faisait des étirements, enfin vraiment, il faisait ça très très bien. Donc je sais pas du tout. Les exercices étaient moins faits régulièrement parce qu'il y a les étirements. Donc c'est le fait d'étirer la plaie, d'éviter que ça se reforme, etc. Mais il y a Mhm. aussi tous les exercices pour faire lever la langue, pour stimuler dans la bouche, etc. Et les exercices qui étaient ma partie à moi étaient moins bien faits, on va dire. Donc je pense que ça aussi, ça a impacté un petit peu sa récupération derrière. Et c'est pour ça que quand j'en parle avec les parents, je dis faites bien les deux, faites bien les étirements, mais aussi les exercices Mhm. qui sont vraiment importants dans la récupération derrière, parce qu'on a tendance à penser qu'une fréno, on coupe, poum, c'est magique. Non, derrière, il y a vraiment toute une rééducation, il y a tout plein de choses à mettre en place Ouais. pour que le bébé puisse récupérer cette amplitude. Ouais, bien sûr, on ne le dira jamais assez, mais sectionner un frein, c'est une chose, mais cette langue qui n'a pas bougé correctement pendant des mois avant a besoin qu'on lui file un coup de pouce, en fait, pour faire le job qu'elle pouvait pas faire. Et ben voilà, ça demande des exercices, une sorte de rééducation derrière qui est assez importante. Mais alors, du coup, comment elle tète maintenant, cette Summer? Comment ça a évolué? Alors, alors c'est un peu que ça reste toujours fragile, mais moins fragile que ça n'était. Ma lactation, pour le coup, elle est remontée en flèche. Donc Super. ça, c'est ce qui fait que du coup, bah, Summer a son apport en lait. Mais on a un bébé qui va régulièrement se récupérer la tension, les tensions au niveau de la nuque, enfin d'un côté. Enfin, je ne sais pas, ça n'est pas mon domaine. Mais elle va voilà, il y a des tensions qui vont revenir un petit peu bloquer et refermer cette amplitude au niveau de la bouche. Donc il faut bien qu'on fasse des bains chauds. Donc je la mets dans des bains chauds, je l'apaise, je fais faire le guppy, donc je lui mets la tête doucement en arrière pour qu'elle étende. Depuis qu'elle est aussi sur le ventre, ça aide beaucoup parce que bah, elle a grandi, donc maintenant elle roule, elle se met beaucoup plus longtemps sur le ventre, donc elle l'étire aussi. Donc ça reste fragile parce qu'on n'a pas cette amplitude, mais qui est pour moi due au fait que elle se rebloque régulièrement. Elle a Mhm. roulé du canapé il y a 1 mois et demi, et ça a impacté des choses. On n'a pas pu nous aller directement chez la chiro parce qu'on n'est pas à côté. Et donc à chaque fois qu'il y a des petits blocages, et bien ça vient Réimpacter je vais y l'allaitement. arriver. Exactement, ça vient impacter l'allaitement à chaque fois. Donc Donc c'est un peu un travail sur le long cours, finalement, tout ça. complètement. Et ça, on le savait avec Noëlla, docteur Noëlla, elle nous a vraiment bien accompagnés, nous a bien expliqué tout ça. Et c'est vrai que moi, bah, j'avais vraiment cette idée que quand même la frénectomie allait tout changer. Non, non, c'est pour ça qu'elles font tout un travail pluridisciplinaire qui est formidable. Elles travaillent toutes ensemble, consultantes en lactation IBCLC, chiro et dentiste, Mhm. pour que finalement la récupération soit la meilleure possible en travaillant tout ensemble.
et avec le parent parce que elles sont là à nous coacher. Enfin, enfin moi, je pouvais lui envoyer le soir des textos pour lui dire, ben là, ce soir c'est un peu plus compliqué, lui envoyer des vidéos pour lui montrer l'amplitude, etc. Donc elle nous a beaucoup accompagnés et heureusement ça a été vraiment un soulagement d'avoir cet accompagnement-là. Mais c'est vrai que ça nous demande du temps et ça nous demande encore aujourd'hui. On Mhm. est à quoi, 4 mois après la frénectomie, 3 mois et demi pratiquement. Il faut qu'on continue à faire le guppy ou à faire des bains tièdes. Et le mieux, ça serait qu'on puisse aller chez la chiro. Mais bon, en période de confinement actuellement, etc., c'est compliqué. C'est pas très simple. Ouais. Ok. Oui, et puis il y a des bébés qui nécessitent un peu plus de soins mécaniques que les autres. Il y en a qu'il faut un petit peu suivre dans leur début de vie parce qu'ils sont un peu plus coincés que les autres et qui nécessitent qu'on les accompagne un peu au fur et à mesure où ils grandissent. Et peut-être que Summer en fait partie et que voilà, du coup, ça peut mettre de temps en temps des petits bâtons dans les roues à votre Voilà. histoire. Sans cet accompagnement que tu as trouvé super, alors, outre l'aspect technique de la frénectomie, des séances de chiro, etc., le côté soutenant de cet accompagnement, j'ai cru comprendre que ton mari était hyper impliqué aussi, puisque c'est lui qui a fait tous les exercices, etc. Que serait de cet allaitement que tu trouvais fragile sans tout cet accompagnement autour? On serait au biberon. Vraiment, on serait au biberon. Il y a même des soirs où j'écrivais à mon amie Julie, qui a fait toute la formation de consultante en lactation, Bien sûr. IBCLC. Il y a plein de soirs où j'écrivais en disant je vais lâcher. J'avais peur qu'elle ait pas assez de lait. J'étais très inquiète pour ma fille. Donc sans cet accompagnement-là des copines, des réseaux, Mhm. de tout ce que aussi Noëlla a mis en place, etc. Donc je l'appelle Noëlla parce que même maintenant je la connais aussi dans la vraie vie. Et mon mari, tout ce soutien, ma mère aussi qui m'a soutenue, je pense que j'aurais lâché. J'aurais lâché parce que c'était très compliqué et que c'était pas facile comme un allaitement devrait être facile. Ouais. Voilà. Oui, c'était pas ce que tu avais imaginé. Et en plus, la première fois, ça s'était bien passé, donc tu t'attendais pas à ça. Ouais, la première fois, ça s'était bien passé. Elle est restée au sein, elle tétait longtemps, elle tétait longtemps. Elle avait des rots bloqués aussi, hein. C'était pas non plus un parcours de santé, hein, mais il y avait des petites difficultés. Mais il n'y avait pas ce stress qu'elle ne prenne pas assez, que les tétés soient si fragiles. Et d'ailleurs, en parlant de tétés fragiles, ça me fait penser que Summer, donc ma deuxième, je suis obligée de lui donner les tétés dans le noir. On est dans un Ah, noir absolu, sans aucun bruit. Alors avec une aînée, on voit le travail que ça peut demander parce que c'est terrible. Mais c'est un petit bébé qui va, dès qu'elle voit un truc, dès qu'elle voit sa sœur, elle lâche, elle prend une gorgée et puis elle a complètement autre chose à faire. Donc c'est pour ça que j'utilise ce mot fragile en termes d'allaitement parce que elle peut lâcher à tout moment et ne pas avoir son apport de lait, ce qui est allé jusqu'à avoir une infection urinaire, une infection basse parce qu'elle ne mhm. prenait pas assez de lait. Et Oh, ouais. finalement, à faire confiance en mon bébé, parce que ça, c'est ma première qui m'a appris ça, c'est j'y faisais confiance. Elle avait envie de téter, elle tétait. C'était open bar, j'y faisais confiance, je faisais confiance à son besoin de lait, à sa soif, à sa faim, etc. Et avec ma deuxième, c'est totalement différent. Si je l'écoute, elle peut être capable de ne pas téter pendant 6 7 heures. Et oui, sauf que Donc, malheureusement, le reste suit pas. exactement. Donc voilà, maintenant on s'est imposé des tranches horaires. Si elle ne t'aide pas enfin si toutes les 2 heures je l'embarque et je fais faire une tétée et elle la fera sa tétée. Elle s'éclate et tout, mais il faut qu'on soit dans le noir, dans le calme. Voilà, je pense que c'est un petit peu compliqué pour elle. Puis c'est un bébé très éveillé aussi, ce qui n'était pas le cas de Bao qui tétait et dormait, tétait. Là on est sur un bébé qui papillonne, qui est tout, enfin voilà, Oui, et puis qu'il y a une découvre le grande monde sœur tout qui autour. court autour et qui est trop Ouais, intéressante. exactement. Elles ont toujours été connectées dès dans le ventre elle s'éveillait quand sa sœur courait, rigolait, pleurait. Donc elles sont connectées et aujourd'hui, ça se confirme plus. Ok. Et maintenant, tu as l'impression que c'est bon, c'est parti, on est sur un truc qui roule? Non. Pas encore. On est sur quelque chose encore de fragile. La confiance revient. Je pense qu'on est
un mois et demi après ces épisodes où il y a eu l'infection basse au niveau urinaire, où là Mhm. j'ai perdu toute confiance en moi en tant que maman, en tant que confiance que j'avais en moi et mon instinct de mère. Donc le poids a stagné. Il y a eu cette Ouais. infection, donc prise antibiotique. Derrière, prise antibiotique, dérangement au niveau des intestins, donc perte de poids. Bon bref, on a eu un mois un peu compliqué où là, quand on l'a repesée et que j'ai vu qu'elle avait pas pris de poids, mon cœur s'est emballé et là je me suis dit il y a un problème, ça va pas. On a dû faire des examens au niveau des reins, enfin une écho, hein, mais bon voilà, il y a quand même eu besoin de faire ça, des tests au niveau de l'urine pour vérifier qu'il n'y ait pas encore une infection urinaire qui traîne. Ma consultante en lactation, Julie Longhi, qui m'a accompagnée et qui m'a oh là là, ça a été ma bouffée d'oxygène durant ce mois terrible. Elle a été là, elle m'a apaisée, elle avait confiance quand moi j'avais plus confiance en moi-même. Elle avait confiance en moi et en mon bébé, et ça m'a fait énormément de bien qu'elle Mhm. soit présente pour moi. Et d'ailleurs, elle a été présente pour la toute première pesée. Quand on a tout remis en place, elle a été présente pour cette toute première pesée. J'étais là, non, non, j'ai besoin que tu sois là pour la peser. Je me sens pas d'être toute seule au moment où je vais la peser. Si ça a pas bougé sur la balance, ça va être l'horreur. Ouais. Et donc, j'ai eu besoin qu'elle soit là. Donc, elle a été là pour cette pesée où elle avait pris du poids, elle avait grossi. Ça a été un soulagement. Mais cet accompagnement-là m'a énormément aidée. Mhm. Donc voilà, ça a été très 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 fragile toute cette période. Et même si là, c'est encore fragile, j'ai quand même tout cet accompagnement-là de la part de ma consultante Julie. Et puis bon, la confiance revient tout doucement, elle revient parce que le poids est revenu et qu'on a trouvé des stratégies, faire les tétés dans le noir, imposer des horaires. Alors ce qui est à l'encontre finalement de l'allaitement, normalement on fait Mhm. open bar. Là, on est vraiment sur, voilà, si elle a pas tété au bout d'une heure et demie, je propose une tétée dans le noir et puis elle va prendre. Je la force pas à prendre à téter si elle veut pas. Non, de toute façon, on peut Mais pas forcer un bébé à téter, hein. non, 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 ça c'est clair et net. Du coup, mais bon, dans le noir, enfermées toutes les deux au calme, dans un moment très tendre, c'est là où elle va faire ses tétés. Voilà. Ok. Donc petit à petit, vous reprenez confiance. Enfin, tu reprends confiance en ton allaitement et en semeur. Et on espère que ça va vous amener vers de beaux jours, un allaitement serein et, euh, et qui dure autant ou plus que celui de Bao. Exactement. Comment ça s'est passé le sevrage pour Bao? Parce que du coup, c'était pendant ta grossesse, si j'ai bien compris. Compliqué, Compliqué. très compliqué. Alors ça, moi je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et j'ai d'ailleurs fait un live à ce sujet-là parce que j'ai vu que ça animait beaucoup de monde. Mais alors le sevrage du bambin, Hmm. waouh! J'ai l'impression que je l'ai sevré de sucre ou c'était vraiment, on a l'impression de. Alors déjà, moi je me suis sentie démunie parce que je n'avais pas enfin, de choses à proposer que ça. Je l'ai vue, elle, complètement accro. Accro, mais à des points où je me rappelle que la nuit, elle pouvait venir jusqu'à téter mon nez, quoi, en cherchant, cherchant, Oh, cherchant. shoot. C'est ah waouh! Et donc là, pareil, je me suis rapprochée d'une consultante en lactation IBCLC, Céline, qui m'a beaucoup accompagnée sur ce sevrage-là de manière hyper douce, en convertissant finalement le temps des tétés en temps hyper qualitatif avec ma fille, que ça soit des bains en peau à peau, des moments de massage, des moments de câlin, mais de câlin où on fait que ça. On est l'une contre l'autre, on se serre fort et on est connectés l'une à l'autre. Ouais. On a converti tous ces moments là-dedans. Et ben finalement, ça s'est passé, mais ça a été très long. Moi, je pensais qu'en allez 2 3 semaines, c'était allez hop, on était parti sur, elle aurait été sevrée. Non, non, ça a mis pratiquement toute la grossesse à se mettre en place. On a même eu pendant 2 mois plus du tout de tété. Et moi, je Ok. pensais que au bout de 2 mois, les bébés oubliaient, enfin les enfants oubliaient la manière dont on tète. J'avais des copines qui me disaient, oh bah ça fait 15 jours que mon enfant ne tète plus, ça y est, elle ne sait plus retéter, etc. Non, bah ouais, elle Non, avait non, rien bah oh, oublié. jamais, rien. Toujours là. Réflexe de succion, il est toujours là. Elle sait, enfin je sais pas si on dit réflexe de succion, mais en tout cas sa succion pour téter, elle l'a pas Ah, oublié. elle avait rien oublié du Donc tout. non. Donc voilà, ça a été du travail et vraiment beaucoup de questionnements, d'angoisse de mon côté sur ce sevrage-là.
Pourquoi tu voulais la sevrer? Parce que tu imaginais pas un co-allaitement et que tu as voulu préparer ça pendant la grossesse? Est-ce que tu as vécu tu sais, ce qu'on appelle ces aversions à l'allaitement pendant la grossesse et que ça t'était insupportable? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a motivé ce sevrage? L'aversion, c'était terrible. Les tétés pendant la grossesse étaient pas vraiment douloureuses. C'était pas ça. C'était pas. Enfin, il y avait des moments où c'était douloureux, soyons honnêtes. Mais il y avait une aversion. J'avais des bouffées de haine qui montaient. Alors moi qui suis quand même dans une éducation non punitive, assez cool, empathique, j'avais des moments où je serrais mes poings et où j'avais envie, c'était de la repousser. Ouais. Donc c'était absolument pas agréable, absolument pas constructif pour nous parce que je me disais si elle le ressent et je devais lui verbaliser c'est ce que je ressentais aussi, bon sans aller avec les mots que je suis en train d'utiliser là, hein, c'était pas très sympa, mais lui dire voilà c'est pas agréable pour moi Bao, je ressens vraiment, enfin oui, moi j'ai des émotions, j'ai de la colère qui arrive quand tu t'aides. Et puis m'écouter aussi, je me suis beaucoup écoutée en me disant, bah, Marie, si finalement tu ressens cette colère, que tu as ce côté où tu as envie de protéger ce bébé, parce que c'est ce que je ressentais. J'avais un Mmh. utérus contractile, donc qui contractait facilement. Je ressentais ça pendant les tétés, et je me suis dit, bah écoute-toi. Ben, et enfin, c'est un des meilleurs conseils, hein, c'est de s'écouter Bien finalement. sûr. Écoute ce que ton corps t'impulse, ne t'impose pas quelque chose qui n'est plus agréable. Et ça, c'est hyper important de le rappeler. Si les tétés sont dans cet état-là, si il y en a un des deux qui est en souffrance, que ça soit l'enfant ou le parent qui ressent ces émotions négatives, etc., il vaut mieux passer à complètement autre chose. C'est pas Mmh. censé être ça, l'allaitement. C'est pas censé être une lutte. Donc, il vaut mieux complètement donner un biberon, être hyper relax et hyper épanoui, s'éclater, que se forcer à allaiter. Ça c'est clair et net. Donc, je me suis écoutée et puis on a travaillé ce sevrage-là, mais qui a été très, 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 très long. Ouais, tu as ressenti ce besoin de protéger ton bébé qui était à l'intérieur de ton ventre Ouais. parce que les tétés déclenchant des contractions, tu avais l'impression que c'était pas bon en fait pour toi, c'est ça? Alors, Enfin pour bébé. je peux pas aller jusqu'à dire que les tétés déclenchaient des contractions. Ça, j'ai essayé d'analyser et de me faire une petite statistique moi-même à la maison, mais je n'ai pas pu l'observer. J'ai pas vu de corrélation entre les tétés et les D'accord. contractions. Parce que j'avais des soirs où il y avait aucune tétée et où j'avais des contractions le soir. C'est juste instinctivement ce qui m'est venu, c'est ce besoin de protéger et d'arrêter l'allaitement. Il y avait plus ce kiff, il y avait plus ces hormones dont je parlais au début, il y avait plus ce bain d'hormones, de kiff absolu, de moments de vagues d'amour que j'avais dans complètement autre chose. Par exemple, les bains, quand je prenais des Ouais. bains avec ma grande, il y avait ces bouffées d'amour qui étaient présentes toujours, mais plus sur l'allaitement. Donc je me suis écoutée et on a détissé ça tout doucement, on l'a tissé autrement. La place du papa a été hyper importante et c'est aussi là quand même que mon mari, que le papa de Bao, c'est aussi a trouvé une nouvelle place. Il avait une place déjà, il était beaucoup dans le portage, mais voilà, il a trouvé une autre place sur l'endormissement parce que c'était moi qui endormais Bao en tété avant. Ouais. Et donc, c'est le papa qui a pris le relais et qui s'est aussi éclaté là-dedans. Et puis moi, j'étais aussi bien contente de pouvoir aussi passer le relais sur l'endormissement, même si pendant pratiquement 3 ans, j'avais adoré l'endormir et avoir ces moments-là de connexion avec elle. J'étais contente aussi à ce moment-là de passer le relais. La question s'est jamais posée une fois que Summer était née et que tu étais plus enceinte que Bao retête éventuellement? Si, si. C'est quelque chose dont je n'ai pas parlé sur les réseaux parce que à ce moment-là, vu que Bao a grandi, je ne voulais pas que ça puisse lui porter préjudice plus tard. Donc j'essaye de protéger finalement son histoire. Mhm. Il y a des sujets que je n'aborde pas sur les réseaux, comme tout ce qui est continence, tous ces points-là Ouais. qui, je pense, relèvent de son intimité. On a essayé le co-allaitement. On a essayé parce que quand je suis rentrée de la maternité, alors, je suis rentrée de la maternité, et ça c'est très flagrant comment j'ai géré c'était quelque chose qui m'angoissait énormément. Revenir de la maternité avec un deuxième bébé et mon tout premier bébé qui était là et j'avais peur qu'elle se sente abandonnée. C'était une crainte énorme que j'avais. Mhm. C'était très présent. Je suis rentrée, j'ai dit à James dans la voiture, soit tu restes avec Summer et moi je vais rentrer la première mais sans bébé Summer, hein.
je vais aller vers Bao et je vais aller lui faire un énorme câlin. On a voulu faire comme ça. Donc je suis rentrée, j'ai fait un énorme câlin, j'ai été là pour elle, voilà. Et après je lui ai dit, viens, on va te présenter Summer. Summer, elle est avec papa dans le salon, donc et ça s'est super bien passé. Moi, je pensais qu'elle allait nous la pousser ou nous dire de la ramener à la mater ou je ne sais pas. Non, vraiment Rendez-la. une vague d'amour aussi. Ouais, rendez-la, c'est bon, c'est sympa, Ça va, merci elle est beaucoup. mignonne, allez, on la rend. Et non, ça s'est super bien passé. Et Summer, sortant de la voiture d'un trajet d'une demi-heure, a voulu téter. Et je me voyais pas ne pas proposer la tétée à, à Bao. Ok. J'avais l'impression que ça allait émietter son cœur et donc j'ai eu besoin de le lui proposer. Elle a tété. Et puis j'avais dit, écoute, si quand ta sœur sera née et qu'elle tète et que toi tu souhaites téter, tu pourras le faire. Je le lui avais dit, donc j'ai voulu lui tenir cette promesse-là. Donc, elle a tété à la Mhm. naissance, au retour de la maternité, elle a tété un petit peu. C'était franchement pas super agréable pour moi. Alors j'ai bien aimé parce que ça a été un moment d'osmose ou je ne sais quoi, mais j'étais pas super à l'aise, juste par sa succion à elle. Il faut rappeler qu'elle a un frein de langue. Elle a une Mhm. succion très particulière, elle avale beaucoup d'air, donc ma grande avale beaucoup d'air, elle lâche, elle claque, machin. Ah, et ça m'énervait. Ça continuait même après finalement la naissance à m'énerver et voilà, et je ressentais toujours cette aversion là, elle était toujours présente. Donc donc on a refait un sevrage après cette tétée là. Ok. Donc en gros elle a tété je crois pendant une petite semaine, elle a fait une tétée par jour. Une petite tétée, c'était vraiment des juste pour s'apaiser. Et donc on a dû redéconstruire. Bon bref, on aurait pu se l'éviter, mais voilà. Ok. Oui, parce que finalement, les troubles de succion qui préexistaient, mais tu les as. Enfin, tu dis cet allaitement, il s'est bien passé, elle était au sein tout le temps. Il y a eu quelques galères, mais c'est un bébé qui avait des troubles de succion, mais qui n'a pas empêché l'allaitement de se dérouler à peu près correctement. Mais pendant la grossesse, c'est là que c'est ressorti, en fait. C'est là que tu as vu qu'elle prenait de l'air, qu'elle claquait, etc. Et c'est à ce moment-là que tu as pris conscience. Complètement. C'est à ce moment-là, pendant la grossesse, où sa succion mais me dérangeait. Le fait qu'elle claque la... Alors, ça semble incompréhensible, peut-être parce que ben j'ai fait 3 ans de cet allaitement-là. Elle claquait la langue hein, Mhm. quand j'étais pas enceinte. Elle avalait beaucoup d'air, elle pinçait beaucoup, elle pinçait beaucoup. J'avais la trace des dents sur le mamelon. Mais ça me dérangeait pas, je ressentais pas de douleur, c'était vraiment que des vagues d'amour, c'était quelque chose de super chouette qui lui apportait beaucoup. En plus, c'est un bébé quand même qui ne mangeait pas beaucoup. Frein de langue, dysoralité qui a été induite. Enfin, je sais pas si on dit induite, mais en tout cas, elle avait des problèmes pour s'alimenter, donc elle mangeait très peu. J'étais bien contente d'avoir l'allaitement à ce moment-là pour savoir qu'elle avait toujours ses apports. Bien sûr. Mais c'est vrai que quand la grossesse est arrivée de Summer, il y a quelque chose qui passait plus. Le fait qu'elle ait du mal à téter, qu'elle pinçait, qu'elle mettait les dents, qu'elle avalait de l'air, qu'elle lâchait, non, Mm. C'est devenu c'était devenu insupportable. exactement. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de l'allaitement de Summer? C'est quoi le meilleur des scénarios? Eh ben que les tensions se dénouent Mm. et qu'elle puisse téter de manière plus naturel et moins dans ce cadre assez strict. Ouais. Mais on est reparti quand même sur quelque chose. La confiance est là. Et je pense que c'est ça le plus important. La Mm, mm. confiance qu'elle soit là et qu'elle solidifie tout cet allaitement. Ouais. On peut te souhaiter que ça glisse un peu plus facilement encore. Exactement. Ok. Marie, ces expériences d'allaitement, euh, est-ce qu'elles ont eu un impact dans ta vie personnelle ou professionnelle? Complètement. Elles ont eu mon allaitement avec ma grande, dès le départ, a tracé cet amour que j'ai eu et cet intérêt dans la parentalité. Ça m'a fait me poser plein de questions. Ça a fait ce bain d'hormones qui m'a fait m'investir beaucoup sur les réseaux, dans le partage, dans l'accompagnement. Je me suis aussi sentie seule dans mon allaitement.
J'ai eu besoin de le partager sur les réseaux, j'ai eu besoin d'en parler, j'ai eu besoin de suivre des comptes et finalement ça a tracé ma carrière professionnelle aujourd'hui, Ouais, créatrice de contenu sur les réseaux, pas du tout dans l'allaitement parce que je ne suis pas formée dans l'allaitement, bien sûr. mais toujours dans ce domaine de la parentalité au travers des signes pour les bébés. Donc ça a fait ça, ça a tracé ce chemin-là. Ça a fait aussi cette confiance. J'étais une maman brisée qui avait vécu un deuil, qui avait perdu son bébé. Ouais. J'étais une jeune femme hypersensible de base je me sentais fragile. Ça m'a construite. Cet allaitement pour moi m'a construite et m'a révélée. Ça m'a permis aussi de militer dans le féminisme, de me sentir, je sais pas, ça m'a donné une force que je n'avais pas et qui, même au moment du sevrage de ma grande, était là, il est resté. Tous ces acquis que m'avait apporté l'allaitement sont restés et resteront. Donc ça a été quelque chose de très déterminant dans ma carrière professionnelle, mais aussi en termes de perso. Ça m'a énormément appris, ça m'a rendue confiante. Ça m'a rendu cette confiance qui, je pense, avait été cassée enfant. J'ai été élevée dans quelque chose d'assez strict et étant hypersensible, ce qui n'avait pas été vu par mes parents. J'étais quand même une enfant très fragile, très ben voilà, et forcément, il m'a manqué de confiance toute Hmm. mon enfance jusqu'à l'âge adulte et j'ai retrouvé cette confiance grâce à l'allaitement. Ok. Alors, si tu devais donner un conseil à une maman qui se pose la question, est-ce que je vais allaiter, pas allaiter, ou qui allaite, qu'est-ce que tu lui dirais? Ce serait quoi ton meilleur conseil? Meilleur conseil, c'est de s'écouter et de se laisser une porte ouverte. De se laisser une porte ouverte, de l'essayer. Alors, le but n'est pas d'essayer, de se forcer à essayer, bien sûr, si on le sent pas, on le sent pas, Bien mais sûr. vraiment de s'écouter. Et je pense que la majorité des parents, enfin de la maman au moment de l'accouchement, ça vient, c'est une continuité. L'allaitement, alors moi je suis en train de parler de mon vécu, c'est-à-dire des accouchements qui ne sont pas passés par césarienne ou pas très très compliqués, mais ça a été une continuité, l'allaitement a été une continuité, le bébé posé sur le ventre qui vient grimper et chercher le sein, ça s'est fait, c'est un prolongement. Juste de s'écouter, de se faire confiance et de se dire pourquoi pas. Ok, ok. On n'a pas du tout parlé de ta reprise du travail, puisque tu nous l'as expliqué, tu travailles de la maison, tu crées du contenu, donc tu as organisé ta vie professionnelle autour de l'accompagnement de tes enfants, et donc du coup ça n'a jamais entravé tes allaitements. Non, non, non. Non, non, mon travail n'a jamais entravé l'allaitement. Par contre, enfin, c'est pas pour autant facile. C'est-à-dire que Mm. ben, je travaille beaucoup et enfin, c'est pas facile à gérer quand même. Pour Bao, ça l'était. Pour ma grande, ça l'était. Parce que Mhm. les tétés étaient très faciles. Pour Summer, c'est quelque chose qui est un peu plus fragile et du coup qui nécessite de me faire des pauses et de trouver du temps pour cet allaitement qui devrait être simple. On doit mettre un bébé au sein, on peut continuer à travailler. Ouais, parce que là, il n'y a pas de tétée où on peut faire autre chose en même temps. La summer, il faut Mm. être à 100% avec elle dans un environnement calme le temps qu'elle tète. Oui, et d'un côté, ça fait sens aussi. C'est que si elle pouvait téter avec toute la charge de travail que j'ai, je serais pas connectée à elle. Et je pense que c'est pas un hasard. Si c'est un bébé qui a D'accord. besoin que je sois dans le noir avec elle, avec mes bras entourés autour d'elle, à lui faire des papouilles et des bisous pour téter, c'est qu'elle m'envoie un message. C'est que c'est elle qui, enfin, inconsciemment, il y a une coupure avec les réseaux et avec mon boulot Mm. qu'elle m'impose et heureusement, parce que 20 minutes avant d'accoucher, je travaillais et le lendemain de l'accouchement, je travaillais. Donc, Ouais, donc summer, elle nous finalement, raconte un truc. elle nous raconte un truc et enfin, tous les soirs quand je sais que je dois poser mon téléphone et que je dois couper, etc., je la remercie. Je la remercie parce qu'elle me permet de vivre ces moments-là de communion avec elle que je pourrais regretter plus tard et que je suis sûre que je regretterais plus tard si elle ne me les imposait pas. Marie, avant qu'on se quitte, je vais te proposer de répondre à mon interview Fast Milk. Marie, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Marie, quelle est ta tétée la plus insolite? La tétée la plus insolite ou une des plus insolites que j'ai eues, c'est dans les premiers mois avec Bao.
on jouait aux jeux vidéo avec James le soir, c'était notre moment où on se retrouvait. Et donc je joue aux jeux vidéo, je suis dans un moment hyper tendu où on est tout seul au milieu de la map et il faut surtout pas que je meure. Donc Bao se réveille pour téter, donc James se rue dans la chambre et moi qui lâche pas ma manette et James qui tient Bao et qui me la met au sein, Bao qui tète et moi qui suis concentrée à me cacher dans les bosquets pour pas me faire striker. Voilà, ça c'est la tétée, je pense, une des plus insolites que j'ai eues. C'est la tétée warrior, quoi. C'est ça. Ok, Marie, le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement? Dans le truc le plus glamour, durant l'allaitement, il y avait cette période où j'avais énormément de lait et où je le récupérais grâce à un recueil de lait. Et alors avec ma mère, on avait vu qu'il y avait des vertus pour la peau. Le lait était super bon pour les rides, ça hydratait, etc. Mhm. Donc tous les soirs, on était là avec notre pot de lait qui biphase en plus, et à tremper des cotons et à se faire des espèces de compresses sur la tronche avec ma mère qui se met mon lait. Enfin, c'était complètement Et alors, ça marche? Est-ce que ah, les rides de ta maman sont partis? et complètement, complètement, un espèce de lifting, vraiment, hein, c'est un scoop. Mettez du lait sur les rides, hein, arrêtez les crèmes. Non, non, Voilà, non, exit je pense que L'Oréal, je mets Maybelline et je sais pas qui parce qu'il faut toujours en citer trois. Mettez du lait maternel sur vos rides. Ok, ta position préférée, Marie, dans le Kama Sutra de l'allaitement? Alors, ma position préférée étant celle de la nuit où j'allaite allongée, mais je donne pas le sein qui est le plus près de ma fille, mais l'autre quand on peut dormir sur le ventre. Est-ce que tu vois laquelle tu vois, on est sur le ventre, on allaite sur le ventre en étant allongé. Ah d'accord, donc tu es sur le ventre et tu lui donnes, genre ta fille est à droite de toi et tu lui donnes le sein droit, c'est ça? Exactement. Et donc avec mon bras, en fait, j'évite de l'écrabouiller Oui. et c'est ma tétée, c'est celle-ci, c'est celle-ci qui sauve mes nuits, qui m'évite de me réveiller en plus et qui me permet après de rebasculer et de me rendormir sur l'autre côté, mais qui m'évite de me. Ok. C'est ma préférée, c'est ma préférée. C'est la tétée où on peut rester semi-endormi en même temps et que tout se passe bien, quoi. Exactement. Si en un mot, Marie, tu pouvais me résumer ton allaitement, donc tes allaitements, tu as le droit à 2 mots, puisqu'ils sont très différents. Alors pour résumer, un mot pour chacune. Pour Bao, ça sera easy. Voilà, Mhm. c'est le mot easy. Et pour Summer, c'est fragile. Mais voilà, je sais que ça basculera sur autre chose, mais pour l'instant, vu qu'elle est toute petite, on va dire fragile. Bah, tu viendras nous raconter la suite. Tu viendras nous raconter Oui, quel mot tu donneras à cet allaitement dans X temps. avec grand plaisir. Ok, Marie. Bon, eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Mais merci à toi, c'était un joli moment. Je vous rappelle que vous pouvez donc suivre Marie si vous ne la suivez pas déjà. Son compte, c'est Little Bun Bao. Et donc, elle vous raconte plein de choses sur son compte. Donc, elle crée plein de contenus. Ça parle d'allaitement. De temps en temps, je vous invite à checker les posts qu'elle fait sur son allaitement. Elle raconte ça. Enfin, elle raconte ça une première fois d'une façon un petit peu différente. Et ça peut être intéressant pour vous qui voulez en savoir plus, d'aller les lire. C'est toujours joliment écrit. Les photos sont absolument incroyables, on en parle. Elles sont toujours canon. Donc même si vous voulez pas lire le contenu, juste allez faire du bien à vos yeux et regarder les photos du compte de Marie parce que c'est toujours un plaisir. Marie vous accompagne donc pour la LSF, donc la langue des signes française appliquée, encore une fois, aux bébés et aux enfants. Voilà, je vous donne un tout petit peu de mon expérience perso. La langue des signes à la maison, c'est un truc qu'on a mis en place aussi. On a un bébé qui a parlé très tôt. C'est souvent une question qui revient, ça d'ailleurs. Je t'ai déjà vu plein de fois Oui. en story dire « Oh là là, mais est-ce que ça va pas entraver le langage ?» Non, rassurez-vous, ici, à 18 mois, ça parlait déjà. D'ailleurs, j'étais presque frustrée de ne pas pouvoir signer parce qu'il ne voulait plus signer. Et voilà, c'est un super accompagnement. Et puis, on s'en sert encore aujourd'hui pour les émotions, pour tout ça, à l'âge où on rentre dans le dur, soyons honnêtes. C'est pas facile tous les jours à 2 ans passés. Ouais. Mais la langue des signes, c'est vraiment un outil de dingue avec vos enfants. Donc, si vous passez par là, par Milkshaker, et que vous connaissez pas ça du tout, connectez-vous au compte de Marie. Regardez-la, vous signez des mots tous les soirs ou tous les 2 jours, je sais plus, en story. Et voilà, imprégnez-vous de son univers. Il est vraiment super. Marie, merci beaucoup.
J'étais très contente de t'interroger. Comme je te le disais en off, avant qu'on commence, je crois que tu es le premier ou le deuxième compte que j'ai suivi sur Instagram. Et donc voilà, j'étais hyper contente de t'interroger aujourd'hui. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à toi. J'ai un grand smile sur le visage. Il ne se voit pas à travers l'audio, mais j'ai un grand smile de ce joli moment. Donc merci à toi. Trop cool. Et à tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Merci 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant. Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes ou encore en parlant beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre I'll Be There qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know you're hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. And you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. Just me every time I have you back, and I know that you'll do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there.